Sans être provocateur, nos experts tout à l'heure sur ce plateau disaient c'est un peu à prendre ou à laisser et quelque part, et on écoutera le maire de Kiev dans un instant, il y a un principe de réalité. Et pourtant, quand on écoute Kedi, quand on voit les détails de ce plan, on dit que c'est inacceptable pour l'Ukraine. Bien sûr, c'est inacceptable pour l'Ukraine. C'est une capitulation. Mais ils font comment ? Les Ukrainiens veulent continuer à résister et à se battre s'ils n'ont pas un accord de paix qui garantit je peux vous le faire comme bien ça, sûr, l'avocat du diable, parce que si les Américains lâchent effectivement sur le soutien militaire et sur les aspects liés au renseignement, oui, ça va être très compliqué pour les Ukrainiens, mais aussi compliqué que d'accepter un plan de capitulation de la sorte. Et il y a encore beaucoup de choses à peaufiner sur ce qu'on nous présente comme cet accord. Et Lavrov le rappelait. Effectivement, quels sont les points qui peuvent être à peaufiner dans cet accord ne figure aucun des deux derniers objectifs russes sur cette conquête de l'Ukraine, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine et le remplacement de l'administration ukrainienne, le remplacement de Volodymyr Zelensky. Et c'est sur ces points qu'aujourd'hui, certainement, Vitkov et Poutine, Vitkov et l'administration russe vont parler, parce qu'ils ne semblent clairement pas d'accord sur ce sujet. Et sur l'aspect des sanctions qui est soulevé par cet article d'Axios qui aurait eu accès à cet accord. Des sanctions contre la Russie, celle de 2014 ? Voilà, mais Marco Rubio s'est exprimé il y a 2 jours en disant que c'était une fausse information. Marco Rubio, qui disait non, il n'est pas du tout question de lever les sanctions contre la Fédération de Russie. Et pour lever les sanctions contre la Fédération de Russie, il faut aussi l'accord des Européens. Les Européens qu'on n'invite pas à la table. Les Européens qui n'ont aucun intérêt à lever les sanctions contre la Fédération de Russie. Donc ce qu'on nous présente comme ce plan ou ce potentiel accord entre les États-Unis et la Russie reste très très flou. Et on est impatient effectivement de découvrir le vrai accord. Moi je veux bien que ce soit flou, mais en tout cas, on a écouté Sergueï Lavrov tout à l'heure et ils se sont bien mis d'accord sur quelque chose. Je vous laisse la parole, Mila, parce que je n'ai pas encore entendu le général et ça m'inquiète. Vous n'avez pas tort. Non, en bref, ça veut dire en gros, l'Ukraine a perdu, la Russie a gagné. C'est même plus une capitulation. C'est le fait est, selon les Américains, que la Russie remporte la mise. Maintenant, si on prend tout le plan dans son intégralité, effectivement, il y a des flous. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc peut-être que ça va être négocié aujourd'hui. Et moi, je dirais que ce n'est pas trop la question de ce qui est en train de se négocier aujourd'hui qui va être important. C'est que si ce plan entre effectivement en vigueur du côté russe, parce que les Ukrainiens ne peuvent pas l'accepter. Et la question que vous avez posée il y a quelques instants, que font les Ukrainiens d'une part et que font les Européens ? Pour l'instant, je ne vois pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. L'Ukraine aujourd'hui n'a pas les moyens de repousser l'envahisseur, c'est clair, ne peut pas. Donc, le plan, ça va être à prendre ou à laisser, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Vous voulez qu'on arrête les combats ? Eh bien, il va falloir accepter ce qu'on vous met sur la table. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à la marge quelques négociations pour amender quelque chose. Alors, effectivement, la démilitarisation d'Ukraine est alors complètement inacceptable, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Rejoindre l'OTAN, tout le monde a dit que jamais l'Ukraine rejoindrait l'OTAN. L'Union européenne, bon, on n'en parle pas, donc a priori, c'est pas interdit. N'oublions pas, quelqu'un l'a souligné il y a quelques jours, mais il faut le rappeler régulièrement, c'est qu'il y a aussi l'équivalent de l'article 5 dans la Constitution de l'Union européenne qui permet aux forces européennes d'apporter son soutien à un État qui serait membre. En l'occurrence, on est bien dans cette logique-là. Mais ça, c'est pour une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui, mais compliqué. Bon, après, même si c'est une adhésion politique, non, vous avez raison. Mais peu importe, il y a quand même la base pour le faire, et il est certain qu'avec les problèmes de corruption, notamment en Ukraine, et toutes les réformes qu'il faut faire, la reconstruction, il y a des choses qui vont se passer. Maintenant, on parle du dernier point sur la reconstruction. Alors, la reconstruction, bon, j'ai quand même fait pas mal d'années dans les actions civiles ou militaires, donc dans la reconstruction des États ayant subi la guerre. Les intérêts financiers sont énormes derrière, et économiques. Et il serait un petit peu paradoxal de voir les Américains aujourd'hui contribuer à la reconstruction de l'Ukraine, en particulier, ce qui veut dire que s'il y avait un levier pour obtenir un rapport privilégié entre l'Ukraine et les Européens pour les faire intervenir, peut-être que tous les contrats que l'Ukraine aurait pu passer avec les États-Unis pour acquérir finalement les bonnes faveurs que l'Ukraine n'a pas acquises, et ben le faire avec l'Europe, et que donc ce soit l'Europe qui reconstruise finalement l'Ukraine, et que ça devienne un levier de pression pour des négociations éventuelles. Je dirais, vous n'acceptez pas les Américains chez vous, puisqu'ils vous ont trahi, il faut le dire, ils vous ont trahi. Maintenant, vous travaillez vraiment avec nous, et pas sur 2 tableaux, comme c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce qu'ils ont vraiment le choix, Ludmila ? Je vois très mal comment la population ukrainienne, la société ukrainienne pourrait accepter un plan pareil. C'est-à-dire on donne tout et on n'a rien en retour. Ni de garantie de sécurité fiable, ni même les leviers que les États-Unis disposent pour peser contre la Russie, que la Russie ne continue pas cette guerre. Parce que, en gros, Trump, quand il dit « moi je fais la pression sur la Russie », quel moyen de pression est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il ne fait pas du tout les détails de ça, mais ce qu'on sait, c'est que les seuls moyens qu'ils avaient, c'était les sanctions, c'est ce qui était employé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une politique d'apaisement, d'agresseurs qui se passe du côté des États-Unis, qui est basée sur l'intérêt économique des États-Unis, qui néglige tout ce qui est le droit international, les alliés européens et la sécurité du continent européen. Plus encore, ça va vraiment fragiliser beaucoup les États-Unis face à d'autres agressions potentielles qui peuvent mener d'autres États. Et encore une fois, si on regarde de près qu'est-ce que plutôt l'Europe et l'Ukraine peuvent faire, moi je trouve que c'est une triste constat, c'est que l'Ukraine et l'Europe maintenant sont seuls. Ils sont seuls, ils sont délaissés et c'est à nous de jouer, malheureusement dans les contraintes et les dissensions au sein de l'Union européenne dans lesquelles on se trouve, de jouer contre ce type de départage flagrant des pouvoirs et de territoires qui, eux, ils n'ont jamais pu faire le nécessaire pour protéger ou pour nous aider à les protéger. Le problème, Ludmila, c'est que pour jouer, il faut d'abord être invité et il faut avoir le jeu pour se mettre à la table. Autant vous dire que les Européens, on n'a pas grand-chose à proposer. Elle est frappante, l'image de Witkoff et de Poutine face à face, en quasi tête-à-tête. Il y a quelques conseillers. Alors je vous rappelle aussi... mais il manque beaucoup de monde autour de la table. Et quand on n'est pas autour de la table, c'est qu'on est dans le menu de ce qui va être mangé. Et pardon, quand on n'est pas fichu, comme à Londres, mercredi, de se réunir avec... les soutiens de l'Ukraine et l'Ukraine. Parce que les Américains ne sont pas venus. Ah oui, alors voilà. Marco Rubio, en l'occurrence. Okay. Les Américains ne viennent pas, donc nous, on n'est pas capable de le faire. Bon, c'est pas grave. On va écouter le maire de Kiev. Vous allez voir que même lui oscille entre principe de réalité et réalisme, accepter l'inacceptable, mais pour combien de temps ? Écoutons Vitali Klitschko. L'un des scénarios est d'abandonner le territoire. Ce n'est pas juste, mais pour la paix temporaire, peut-être que cela peut être une solution temporaire. Alors Kadi, les Ukrainiens ont fait quand même quelques propositions, mais pour l'instant, personne semble ne les écouter. Oui, effectivement, ils essaient de se faire entendre avec notamment ces 5 amendements. Ce sont nos collègues, nos confrères du Télégraphe qui évoquent ça dans cet article qui est publié ce matin. Ça tient en 5 points. Regardez bien. L'Ukraine qui demande le refus de reconnaître la Crimée comme territoire russe. Également dans cette demande, deuxième point, restitution des territoires occupés depuis 2022 par la Russie. Kiev demande également les garanties de sécurité, vous l'évoquiez Ludmila tout à l'heure, des garanties de sécurité robustes, notamment sous l'égide de l'OTAN ou des troupes européennes, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et puis, dernier point, le maintien des aspirations à l'Union européenne, notamment donc cette fameuse adhésion vers l'Union européenne qui devrait ne pas être un problème selon les garanties qu'explique la Russie. Voilà où on en est à l'instant. Merci beaucoup, Kadi. Je voudrais qu'on écoute l'ex-ambassadeur, visage que vous connaissez bien sur LCI, Gérard Haro. Là aussi, vous allez voir à chaque fois, principe de réalité ou réalisme. On en parle juste après. Au fond, on sait très bien que les Ukrainiens ne vont pas récupérer les territoires perdus. Ça, c'est une évidence. Tous les experts militaires vous diront que l'armée ukrainienne n'est pas en mesure de récupérer les territoires perdus. Alors, et nous, les Européens, on ne va pas se battre aux côtés. Oui. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Mais écoutez, de là à aller jusqu'au dire aux Russes, vous pouvez prendre les territoires même pas occupés aujourd'hui, des régions qu'ils ont notées comme appartenant à la Russie, c'est-à-dire Zaporijia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Ça, c'est 2 grandes choses. Il y a quand même une énorme différence de comprendre qu'aujourd'hui et de dire ce constat que l'Ukraine n'est pas capable militairement maintenant de libérer les territoires qui sont occupés, mais de là
aller à dire « Ok, très bien, on va vous apaiser les Russes, on va vous donner ce qui nous vous appartient de toute manière, même pas aujourd'hui militairement », ça, c'est quand même une manifestation d'une grande faiblesse, d'un manque de stratégie sur long terme, parce que c'est un apaisement d'agresseurs qui ne va pas marcher. On a déjà donné la Crimée, on a déjà donné les parties de Donbass à l'époque, en 2014, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça va servir à Poutine pour se récupérer, pour renforcer ses forces et pour attaquer de nouveau. Et récupérer l'Ukraine comme il le voulait il y a 3 ans. Ce principe de réalité, il faut s'y faire ou il ne faut pas s'y faire ? Le général le disait tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas entériner le fait, je me mets du côté américain, et visiblement c'est ce que font les Américains, que l'Ukraine a perdu la guerre, donc maintenant on est sur un deal, un mauvais deal. Alors c'est vrai que, et je vous comprends, ça passe d'autant plus mal quand ce deal est proposé par votre ex-allié, les États-Unis. Mais la réalité, elle est là. C'est ce que disent beaucoup d'observateurs, d'essayistes, de commentateurs depuis le début de la guerre. On vit le retour du tragique en Europe. Mais je crois qu'on n'avait peut-être pas assez mesuré ce que voulait dire ce retour du tragique. Et aujourd'hui, les Ukrainiens le vivent pleinement. Comme le 24 février 2022, ils étaient bien seuls face à la Russie. Aujourd'hui, ils se retrouvent une nouvelle fois bien seuls parce qu'ils sont lâchés à la fois par les États-Unis et à la fois, pas forcément directement par les Européens, mais par le manque de volonté des Européens. Ce qu'il y a de plus tragique pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est qu'on leur propose un plan de paix inacceptable, que peut-être tout le monde va leur tordre le bras pour qu'ils l'acceptent, mais qu'en contrepartie, il n'y a aucune garantie de sécurité. Les Européens ne sont pas capables aujourd'hui de donner une seule garantie de sécurité à l'Ukraine. Même cette petite garantie de sécurité que constituait la formation et l'envoi de troupes d'interposition en Ukraine en cas d'accord de paix. Que refuse le monsieur que vous voyez sur ces images. Mais ce que le président de la République, Emmanuel Macron, et qui avait bien raison, avait dit qu'on ne demanderait pas l'avis du Kremlin pour envoyer des forces d'interposition. Oui, mais vous vous souvenez que Moscou avait dit que chaque soldat qui serait sur le territoire ukrainien il a dit beaucoup de choses, serait, mais considéré comme un ennemi. Enfin, imaginons... Il considère déjà de toute manière tous les Européens comme un ennemi. D'accord, mais imaginons les opinions européennes, si des soldats venaient à être tués par des forces russes, je pense que ça coincerait sévèrement sur l'envoi de troupes. Oui, il y a ça aussi, il y a le courage politique. Et vous touchez du doigt exactement le problème aujourd'hui de l'Europe. C'est l'état des opinions publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernants européens ont suffisamment de légitimité, de volonté et d'assises dans leurs opinions publiques pour l'envoi de ces troupes? En France, vous avez la réponse. Vous venez de poser la question. Plus que flou. Les Britanniques, on voit qu'ils commencent à reculer sur cette histoire parce que les Américains ne se montrent plus très chauds pour l'envoi de forces d'interposition. Qui reste-t-il aujourd'hui en Europe pour envoyer des soldats en Ukraine faire des forces d'interposition? Mais sans ces forces d'interposition, il n'y a pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Comment lui faire accepter ce deal? C'est ce qu'on disait, ce principe de réalisme.